arrive la troisième. Et celle d'aujourd'hui qu'on discute nous tous depuis le début du truc, c'est la révolution IA. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, pour moi, je dirais, on a les données, on a la jeunesse, on a le potentiel, il nous manque seulement quelques facteurs que beaucoup de mes collègues ont déjà dit, l'infrastructure. Et si je parle d'infrastructure, moi je dirais il y a l'énergie et l'infrastructure digitale, ce qui veut dire que un start-up ou bien un développeur, tu t'assois, tu ouvres ton laptop et tu te connectes, tu as l'inférence pour développer ton LLM en Guinée et en Afrique. Moi, Merci. Ça serait la seule chose que je trouve vraiment qui va nous mettre dans une position d'être vraiment prêts pour l'IA. Merci, M. Sauve, pour ce témoignage inspirant. Je termine par mon grand frère, architecte de la digitalisation de l'État. Du point de vue de l'État, c'est quoi dire que l'État est prêt pour l'IA? Merci. C'est ici. Merci, M. Diallo. Au niveau de le niveau de préparation de l'IA dans nos sociétés africaines, et plus spécifiquement au niveau de la Guinée, je dirais que cela repose sur trois fondations. On a parlé de l'aspect technique qui est donc les infrastructures. On parle de l'aspect institutionnel, tout ce qui est cadre juridique, mais également de compétences de l'humain. Sur les aspects infrastructures, on parle en fait au niveau de nos États de l'accès aux centres de données, ou plus spécifiquement data center qu'on appelle en anglais. Ça ne suffit pas à avoir que des data centers, mais il faut aussi l'aspect connectivité. La connectivité, elle est importante pour aller accéder aux données qui sont logées au sein de ces data centers-là. Et enfin, les données en elles-mêmes, qui doivent être des données structurées, quand on en dispose, et qui soient sécurisées également et interopérables. Ça, c'est un premier facteur en parlant du niveau de préparation de l'IA. Et quand on arrive au côté institutionnel, donc c'est la gouvernance, il faut voir également ce que les États ont comme cadre juridique sur la protection des données, mais les aspects également de cybersécurité, parce que c'est important de les notifier. Et enfin, sur les questions de compétences sur l'humain, il est important de qualifier tous les acteurs qui contribuent et qui interviennent sur les questions d'intelligence artificielle. Donc l'État aujourd'hui, quand on le dit sur les infrastructures en disposées, mais aussi les clouds souverains, cette opportunité que nous offre TAS aujourd'hui nous donne aussi la possibilité d'interagir avec les acteurs africains et internationaux. Avec le Sénégal et le Bénin, par exemple, ces 2 derniers jours, on explore la possibilité entre nos États de pouvoir discuter d'infrastructures. C'est le lieu de rappeler que la SOGEP, qui est donc la Société de gestion du backbone national, est raccordée avec des pays frontaliers. Cela sous-entend que nous pouvons avoir un data center au niveau de la Guinée, mais en termes de résilience, nous avons aussi la possibilité de bénéficier ou de se greffer au Sénégal pour pouvoir aussi loger nos données de ce côté-là. Donc ces questions vraiment la sous-régionalisation de certaines questions. Cela me permet de revenir un peu vers le cadre ici, parce qu'au départ, je commençais à citer tous ces cadres qui permettaient d'évaluer l'état de readiness des États qui sont disponibles, faits de différentes manières.
À votre avis, selon vos expériences, je vais poser seulement la question à 2 personnes dans ce cas-ci pour des réponses courtes. Je vais commencer par vous, M. Cissé. Est-ce que ces cadres-là actuels seraient appropriés pour la sous-région, par exemple, de les explorer de façon individuelle, ou il faudrait définir un cadre concerté? Alors, moi je pense que, vous savez, la technologie, je dis toujours, la technologie, elle ne peut pas être détachée de l'environnement dans lequel elle est créée et où elle est utilisée. À partir de ce moment, si vous importez des cadres, que ce soit des cadres de régulation ou bien des cadres de mesure, des métriques de succès qui ont été créées et définies pour des environnements aux besoins différents et que vous les imposez dans un nouvel environnement comme le nôtre, la probabilité est très forte pour qu'il y ait une inadéquation, mais encore plus important, la probabilité est très forte que l'existence et l'utilisation de ces métriques et de ces cadres de régulation ait l'effet inverse à celui qui était préconisé au départ. Parce qu'une fois que vous imposez une métrique, les gens optimisent pour cette métrique-là, même si elle est inadaptée. Si vous dites aujourd'hui à un enfant que je vais mesurer votre intelligence par votre capacité à courir, l'enfant va se mettre à s'entraîner à courir tous les matins, même si ce n'est pas une bonne mesure d'intelligence, pour vous donner juste un exemple. Donc, vous avez parlé d'approche régionale. Nos pays sont les mêmes. Par exemple, dans la pêche, on partage les mêmes côtes. Ben exactement. Vous savez, moi, le ministre m'expliquait tout à l'heure les problématiques qu'ils ont. J'avais l'impression d'écouter le ministre de la Pêche du Sénégal parler, parce que c'est exactement les mêmes problèmes que j'entends chez moi. Et effectivement, je ne pense pas que la pollution qui se trouve dans l'océan, je ne pense pas qu'elle sait qu'il y a une frontière entre le Sénégal et la Guinée. Les poissons, je ne pense pas qu'ils sont au courant qu'il y a une frontière maritime. Donc, c'est exactement les mêmes problèmes dans ce secteur-là, mais c'est aussi exactement les mêmes problèmes dans tous les autres. Moi, je suis en Guinée aujourd'hui. Si je dis à quelqu'un mon nom, mon patronyme, et que je dis je suis guinéen, personne ne peut dire qu'un Cissé n'est pas guinéen. C'est vrai au Mali, c'est vrai partout. On a exactement les mêmes problèmes et par conséquent, il peut être utile de mutualiser nos ressources, nos expertises, pour pouvoir trouver des solutions communes à tous ces problèmes. D'autant plus qu'on a des exemples dans le passé. Ce n'est pas comme si c'était nouveau là. Je donne un exemple. Rapidement. Au Sénégal, il y a une école qui s'appelle l'école supérieure multinationale de télécommunications, à vocation sous-régionale. Je pense d'ailleurs que la ministre des télécommunications ici en préside la présidence tournante. Mais cette école, elle est juste basée au Sénégal, mais elle a une vocation sous-régionale et elle a été créée par plusieurs pays de cette zone. Et la majeure partie des cadres des sociétés de télécommunications dans la zone aujourd'hui viennent de cette école. Donc, un exemple de co-investissement, de mutualisation de ressources qui a donné des résultats qui sont clairs aujourd'hui, parce que personne ne dira que les télécommunications ne sont pas développées dans la région, mais qui a une gouvernance qui est partagée et dont tout le monde bénéficie des fruits. Je pense que la même chose peut être reproduite en ce qui concerne l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec une approche sous-régionale de co-investissement, mais aussi de mesures. Donc une école sous-régionale d'intelligence artificielle. Pas seulement une école, toutes les infrastructures. Moi, j'ai essayé pour l'école. Comme tu le sais, on a créé le premier programme de master en intelligence artificielle en Afrique qui a marché très très bien. Mais la vérité, c'est que le nombre d'étudiants que nous mettons sur le marché chaque année n'est pas suffisant si on considère les besoins. Et en vérité, ce qui est vrai pour les talents est aussi vrai pour les infrastructures. Et les infrastructures coûtent encore plus cher, d'où la nécessité de la mutualisation des ressources. Merci, M. Cissé. M. Barry, je voudrais que vous répondiez dessus parce que vous aussi, vous êtes présent dans vos activités dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Comment définirait-on cette sous-régionalisation en fait, de l'évaluation de la préparation à l'IA? En fait, le framework est un outil très important dans la mesure où il permet une harmonisation et une interopérabilité entre les besoins spécifiques qui sont identifiés dans les différents pays. Si je reviens au niveau de la pêche, en début d'année, j'étais au Sénégal
au niveau du symposium de l'espace que l'ASES organisait. Puis c'était la même problématique au niveau des satellites et puis la collecte des données, les SIG, et puis en même temps l'accès à du open data. Okay? Même si on a les données satellitaires qui détectent justement ces navires-là, okay, il faudrait qu'on ait un système qui est capable en temps réel de les détecter, d'envoyer des signaux, et on ait aussi l'armée qui est là, okay, et qui a ces mêmes outils pour pouvoir faire des rondes et pouvoir intervenir stratégiquement à des points. L'autre point au niveau de l'automatisation des processus dans l'attribution, je pense que il y a déjà des travaux qui sont faits en Guinée. On a parlé de Télémo dernièrement avec l'automatisation des marchés publics. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire et ça permet un contrôle et voir aussi comment, disons, contrôler, parce qu'il y a des périodes à laquelle il ne faut pas pêcher pour permettre aux poissons de se reproduire. Donc, ça nous permet de bien jauger et de pouvoir assurer une pérennité. Donc, c'est là que ce framework, parce que Smart Africa aussi a 42 États. Ces 42 États se sont assis, donc chaque pays est représenté dans ça et donne son point de vue. Ce point de vue permet d'adresser à haut niveau, mais comme M. Cissé l'a dit, il y a des adaptations qu'il faut faire dans chaque pays, mais je trouve que c'est une bonne chose et ça peut permettre d'avancer au niveau régional, parce qu'un seul pays en Afrique ne vaut pas grand-chose. C'est la force du groupe qui est importante. La force du groupe est importante. Merci, M. Barry. M. Haribo, en tant qu'architecte de l'État, je vais toujours revenir dessus. Les leçons sont tirées. Je sais que votre ministère travaille fort sur l'état d'évaluation de l'écosystème IA actuellement. Et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Vous avez des exemples concrets à nous parler, par exemple, des secteurs comme celui de la pêche et leur évaluation actuelle? Il est vrai que la Cité des Sciences a donc travaillé sur, disons, à regrouper les différents acteurs pour parler de la question de la donnée et de l'IA. Notre ministère, il y a quelques 2 mois à peu près, a fait de même pour penser stratégie sur l'intelligence artificielle et la donnée. C'est un sujet, parlant de préparation, qui nous permet de commencer à penser avec tous les acteurs de l'écosystème, parce que c'est une longue aventure, on va le dire. Il ne s'agit pas d'écrire des documents de stratégie et d'avoir des feuilles de route qui, en réalité, ne seront pas capables de les mettre en œuvre, mais c'est vraiment de faire un état des lieux et, dans le cadre de la mutualisation, vous le dites, des ressources, de voir comment est-ce que nous prioritisons ce que nous voulons faire, afin de voir que dans le secteur de l'économie maritime, il est question de, on va dire, entre les États où on dit telle personne est arrivée dans les eaux maritimes d'un autre État, les bateaux sont arrimés. Voilà, quels sont les outils qui peuvent être mis à la disposition de Monsieur le ministre et de son département à l'effet de pouvoir contrôler, on va dire, les nautiques. Donc, c'est des sujets sur lesquels on ne dira pas qu'on a les résultats tout de suite, mais c'est vrai que dans le document de stratégie nationale de digitalisation de l'État et de développement de l'économie maritime, c'est l'état des lieux a permis de voir tous les besoins à l'effet de les consigner dans une feuille de route et voir en termes de priorité comment est-ce que nous pouvons accompagner les sectoriels. Donc c'est les sujets qui ont été pensés et je pense que le temps opportun, on pourra les adresser. Merci beaucoup, M. Haribo. Monsieur Sow, de la même manière, au niveau des infrastructures, tout à l'heure, vous parliez de cloud readiness et tout. Vous avez participé aussi à Dunia, je pense, il y a quelque temps, et participé à l'atelier qui est organisé par le PNUD récemment.
comment pourrait-on faire au fait pour travailler au moins sur un schéma qui permettrait d'avoir du guidage, au moins pour évaluer l'état de préparation au niveau des infrastructures? Oui, effectivement, Dunia était une conférence très très intéressante. C'est là aussi j'ai eu l'occasion de connaître M. Cissé. Et aussi, vous avez mentionné la stratégie de l'IA qui s'est tenue tout récemment. Tout ça là, ce sont vraiment, comme on appelle, des plans stratégiques qui sont importants, très 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 importants. Mais s'il y a des plans, il faut qu'il y ait des actions aussi, à mon avis. Et maintenant, pour mettre ces choses-là en action, il faudrait aussi l'outil, à savoir les infrastructures, dans ce sens. Et à ce que je sache, la Guinée est en une très bonne voie pour essayer d'implanter des infrastructures aussi qui nous permettraient de mettre ça en action. Mais il faudrait aussi, au niveau de ces infrastructures, essayer de trouver une stratégie comment implémenter le cloud privé ou bien implémenter ça de telle sorte que chaque entreprise ou bien chaque département ou service de l'État puisse vraiment se faire par self-service, en fait, pour consommer ces ressources aussi et pouvoir exécuter ces stratégies qu'on a développées, qu'on a parlé dans ces conférences. Merci. Ouais. Merci beaucoup, M. Sow. Ouais. Nous allons faire un quick dernier tour, vraiment rapide, 30 secondes chacun, pour clôturer ce tour-ci. En 10 secondes. Oui, 10 secondes. Et ce que vous avez parlé de la sous-régionalité, ce que je pensais, c'est la distribution de la capacité, comme l'a fait Microsoft, comme Amazon. Donc, ce qui veut dire relier en arrière-plan toute l'infrastructure au niveau de l'Afrique pour qu'on puisse les consommer ensemble. Merci beaucoup. Justement. Merci. Donc, M. Cissé, en conclusion ici, pouvez-vous, de votre longue expérience, nous citer au fait des exemples de pays africains qui ont réussi vraiment à passer ce cap-là d'évaluation de l'état de l'UNES et d'avoir des exemples concrets dans des secteurs peut-être bien précis comme la santé ou l'agriculture? Alors, je vais vous surprendre. Je ne peux vous citer aucun pays. Alors, je ne le dis pas de gaieté de cœur. Par contre, je peux vous citer des entreprises, parce que nos environnements sont très différents. En fait, il faut comprendre que dans nos environnements, les entreprises privées sont à l'avant-garde. Beaucoup de choses sont faites d'abord dans le privé ou dans certaines agences publiques, mais avec une très forte autonomie, avant que l'adoption ne se fasse véritablement par nos États. Donc, la réalité, c'est que nos États ne posent pas encore, et il est grand temps qu'on s'y attelle, les bases d'une révolution scientifique durable. Je pense que tu es très bien placé pour le savoir. Aucun pays sur le continent, aucun, n'investit 1% de son PIB dans la recherche et dans l'innovation. Tout ce que vous entendez aujourd'hui au sujet de l'intelligence artificielle est le fruit de longues années, de plusieurs décennies de recherche arrivées à maturation soudainement parce que l'expertise était là, la science était là, elle a rencontré un outil technologique, donc la puissance de calcul, qui a permis de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la puissance de calcul a existé que soudainement les gens se sont mis à faire de la recherche dans cette histoire. Tu travailles sur ces algorithmes-là depuis bien longtemps avant qu'on parle des GPU. Il faut qu'on fasse aujourd'hui exactement la même chose, qu'on investisse fondamentalement dans la recherche, mais aussi dans l'éducation, et très tôt dans l'éducation scientifique. Je vous donne juste un exemple. Au Sénégal, l'année passée, plus de 150 000 personnes ont passé le bac. Okay? Ce qui est normal, parce que c'est un pays qui est très jeune, l'âge médian est 19 ans. Mais 16%, seulement 16% de ces candidats-là étaient dans des séries scientifiques. Comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose avec ça?
Hein? Il faudrait vraiment qu'on augmente les séries scientifiques. Je pense que c'est le même cas qu'en Guinée. Dès le bas âge. Dès le bas âge. Merci, Merci Monsieur beaucoup. Cissé. Merci. Monsieur Barry, en quelques secondes. Moi, je citerai la Côte d'Ivoire pour avoir participé à la stratégie nationale de digitalisation 2030, à son élaboration, et aussi pour travailler directement avec le ministère de la Transition numérique dans l'opérationnalisation de la stratégie nationale d'IA et de data. Ils sont rendus à l'opérationnalisation. Ils ont identifié des filières de formation, ils ont identifié des centres de formation dont CEDITEC, qui va faire du mass skilling au niveau de tout ce qui est ingénieur IA, ingénieur data, responsable IA. Ils ont aussi déjà obtenu le financement de la Banque mondiale de plusieurs milliards et dès 2026, ils vont être en action. Il faut dire que c'est seulement en 2025 ici, au mois de mai, que la stratégie a été déployée. Je connais certains pays qui l'ont déployé bien avant, qui n'ont pas fait cet avancement-là. Merci beaucoup. Je pense que on fera pareil bientôt ici en Guinée parce que récemment, la loi d'orientation de la recherche et l'innovation a été votée avec un budget d'allocation spéciale pour la recherche et l'innovation en République de Guinée. Super. Ah oui. Monsieur Sauve, en conclusion, 10 secondes. Oui. Je n'ai pas compris. On va conclure. Oui. OK. Dans ce sens, par exemple, je dirais, en Allemagne, là où je vis actuellement, les choses, ils ont pris ça très au sérieux. Et en tant qu'entrepreneur, parfois, même pas l'IA d'abord, mais plutôt les technologies un peu avancées de cloud et de cybersécurité, on cherche des travailleurs, mais ceux qui nous donnent à l'université, ils ne sont pas du tout prêts. Mais on parle de l'Allemagne. Donc, imaginez, il y a l'IA qui est venu se rajouter là-dessus. Et maintenant, ils sont en train de revoir ça complètement et d'aller de l'université jusqu'à la première année pour essayer de ne pas avoir le même problème qu'on a actuellement. Donc, quand on parle comment la main-d'œuvre manque là-bas, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de gens, mais il y a peu de gens qui connaissent réellement ce qu'on fait dans les entreprises et ce qu'on a besoin, les techniques. Et en Guinée, ici, et dans les pays africains, j'aimerais vraiment, c'est mon plus grand souhait, qu'on puisse faire ça dès le bas âge. Merci beaucoup. Ouais. Monsieur Haribo, 10 secondes. Alors, je dirais qu'il y a une nécessité de fédérer les acteurs, que ce soit les acteurs publics ou privés, dans le sens de ce que nous voulons faire avec l'IA. Il est vrai que l'action n'est pas de copier et de reproduire dans nos États, il faut le contextualiser. Mais le contextualiser avec les acteurs africains et internationaux, ça c'est une chose, mais secondo, il faut mutualiser les ressources. Il est vrai que nous avons donc la Cité des sciences, nous avons le département du numérique, il y a aussi d'autres acteurs sectoriels. Il est important de fédérer tous ces acteurs-là dans le sens d'aller vers une feuille de route commune sur ces questions d'IA. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Monsieur le ministre, on va vous donner l'honneur de nous passer le mot de la fin pour se clôturer ce panel-ci en quelques secondes. Merci beaucoup. Bon, j'avais commencé par les défis de mon secteur et à entendre mes frères, je pense que l'IA peut s'imposer pour apporter des solutions innovantes pour régler ce secteur. Je rappelle que ces défis étaient, entre autres, les plus gros défis, c'est le manque d'infrastructures, le manque de formation, les questions d'équipement, de surveillance. Mais on ne voit que la mer le plus souvent, mais il y a la question continentale. Donc nous sommes confrontés à des défis d'obtention des intrants comme la nourriture de poissons et les alevins qu'on importe d'autres pays. Si nous avons aujourd'hui des alevins, des écloseries modernes qui produisent des alevins en quantité et en qualité et des unités de production de nourriture de poissons, nous pourrons en tout cas employer des milliers de jeunes aujourd'hui. Et ça pourrait même challenger les mines. Mais il se trouve que j'entends tous ces gens, tous ces coéquipiers, tous mes frères ont parlé de vision commune, vision commune. Comme le professeur Cissé le disait, il faut une stratégie raisonnable. Et le patron hollandais disait aussi de mutualiser.
Vous savez, la mer s'appelle un bien commun. Et les biens communs se caractérisent par la non-exclusion. Je ne peux pas exclure mon frère à utiliser l'eau de mer parce que c'est un bien qu'on a vu, que la nature nous a légué. Mais puisque ça se caractérise par la non-exclusion et la surexploitation, et comme disait un penseur, tout bien commun en libre accès nous amène à la ruine. Et cette ruine peut être la raréfaction, la pollution ou même la disparition de la ressource. Et donc, dans le cas de figure, la mer, on ne peut pas parler d'ici de la disparition de la mer, mais on peut parler de l'obstruction de la mer par les déchets plastiques, par exemple. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vraiment, merci de votre intervention. On s'est très passionné par l'économie maritime. Et je vous prie de l'applaudir. Donc, la mer est un bien commun. Nous savons que les infrastructures, l'IA peut aider à sauver nos environnements maritimes si on mutualise, si on met de l'effort, on met de l'énergie. Nos États ne sont pas prêts, les entreprises non plus. Ils peuvent travailler dans cette direction-là de façon sectorielle. Merci beaucoup. Nous remercions tous les intervenants. Nous devons passer à la partie 2 de ce panel maintenant. Merci. Merci beaucoup à nos différents intervenants. On aura appris, on aura surtout été instruits. Je vais inviter donc les panélistes à se tenir pour une photo de famille, rapidement pour les images de cet événement. Merci pour les différentes contributions qui nous auront éclairés ce matin. Ce fut un plaisir et passionnant d'avoir écouté autant de sommités, autant de profils diversifiés et intéressants sur les questions d'intelligence artificielle, de mutualisation des efforts, secteur privé, secteur public. Ce fut beau, on les applaudit très fort encore une fois pour leurs différentes interventions et ils vont rejoindre leur place. Nous avons un deuxième panel. Donc nous remercions donc le professeur Baniré qui a géré ce panel d'une main de maître et les différents intervenants de ce panel, M. Nabisso, M. Moudiouri Bari, M. Moustapha Sissi et M. Youssouf Mohamed Haribo qui ont su saisir la pertinence du terme et nous éclairer. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons passer à un deuxième moment. On a eu des échanges intéressants, mais ce ne sont pas que les seuls échanges. Nous aurons aussi un échange de haut niveau, tout autant intéressant que celui que nous venons d'écouter. Et pour cet échange, je m'en vais inviter à présent les différents intervenants. Et vous me permettrez de les accompagner avec les applaudissements qu'ils méritent parce que ce sont des figures de proue aujourd'hui de l'intelligentsia du continent africain. Je m'en vais sans plus tarder appeler le premier intervenant qui se chargera de la modération de ce deuxième panel, le docteur Seydina Ndiaye, président de l'association sénégalaise pour l'IA, que je vous prie d'applaudir très très fort s'il vous plaît. Il sera donc le modérateur de ce panel. À sa suite, je vous le disais tantôt, nous avons que des sommités. Ils sont docteurs, professeurs pour ce panel. Et le second intervenant, il s'agit du docteur Moustapha Diallo, chef de projet industriel, petite et moyenne entreprise dans le secteur de l'énergie, que je vous prie d'applaudir très fort s'il vous plaît. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Une remarque sur la photo. Alors, à sa suite, nous aurons aussi un autre intervenant. Cette fois, il s'agit de monsieur Mami Traoré. Ok. DG de la Guilab de Guinée, que je vous prie d'applaudir très fort. Cette fois, je me rassure à chaque fois pour les photos pour qu'elles soient concordantes. Merci. Alors, à sa suite, nous aurons le docteur Félix Zonyeng, professeur de sciences comptables de l'université Sherbrooke, que je vous prie aussi d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et enfin, pour ce panel, il va nous rejoindre aussi. Il s'agit aussi d'un éminent professeur. Il s'agit cette fois du professeur Alpha Kabinet Keita, doyen de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, que je vous prie d'applaudir très fort. Recteur plutôt. Recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Donc, je vous laisse entre les mains bienveillantes
du Dr Céline Ndiaye qui va s'occuper de la modération du panel. On va écouter, ce sont des docteurs, des professeurs, mais je pense que le langage sera assez accessible pour tout un chacun. Merci et bon panel à vous. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc c'est un grand plaisir d'être là et de suivre le fameux panel que nous avons tous suivi ensemble, qui nous a donné les grandes lignes de la thématique. Donc je remercie les organisateurs pour cette opportunité de discuter sur un sujet aussi important que la préparation à l'IA des sociétés africaines. Donc on a vu depuis ce premier panel, en fait, l'importance de l'IA n'est plus à démontrer. Et pour les pays africains, c'est important d'y aller. On a vu que le meilleur moyen d'y aller, c'est d'évaluer avant où est-ce qu'on en est pour pouvoir avoir la bonne stratégie. Donc on a vu différents pays africains qui ont fait cette étape d'avoir cette étude de la préparation de leur pays en fait par rapport à l'IA. Certains ont même utilisé cette démarche-là pour mettre en œuvre en fait leur stratégie. Donc c'est le cas par exemple du Sénégal et de la Guinée également qui est passé par ce processus-là. Et on voit qu'on a deux types de frameworks en fait qui ont été mis en place à travers le monde. On a des frameworks qui ont été mis en place par des sociétés savantes qui définissent des règles et qui évaluent chaque pays, comme c'est le cas de Oxford et puis d'autres. Et on a d'autres approches qui sont des approches d'auto-évaluation en fait qui sont mises en place, comme le cas de l'UNESCO avec le RAM, le Readiness Assessment Methodology, et le PNUD en fait que le Gabon, la Guinée utilise en fait pour la mise en place de sa stratégie. La RAM a été utilisée par le Sénégal, le Maroc, etc. Donc on a vu lors du premier panel toute cette problématique autour de l'évaluation. Maintenant j'aimerais avec nos chers co-panélistes en fait aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire à partir de cette préparation-là, on voit que les États africains, pour la plupart, ne sont pas encore prêts selon ces index-là. Mais c'est une opportunité, à mon avis, une opportunité pour voir les choses autrement et avoir un autre parcours peut-être qui serait beaucoup plus conforme à notre contexte et trouver d'autres solutions pour être prêts, effectivement. Donc on va voir avec nos différents panélistes que, si vous voulez, je représente chacun. Comme ça, on va mieux vous connaître. Ces différents points-là, notamment tout ce qui concerne la préparation énergétique, les infrastructures, les talents, etc. Donc, je vais commencer par Félix, professeur Félix, donc, qui est professeur titulaire à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke. Ses recherches portent sur l'efficacité des stratégies d'accompagnement entrepreneurial, les mécanismes de gouvernance des organisations privées et publiques, ainsi que leur impact sur la performance et la création de valeur. Il s'intéresse aussi à l'internationalisation des PME et œuvre depuis plusieurs années à la mise en place de programmes d'entrepreneuriat et à la modernisation des entreprises pour renforcer leur compétitivité. Donc ces travaux récents démontrent un intérêt marqué pour l'entrepreneuriat inclusif, la transformation numérique des PME africaines et l'intégration de l'intelligence artificielle afin d'accroître la productivité et la durabilité des entreprises. Donc membre de l'ordre des administrateurs agréés du Québec, il est président du conseil d'administration de Mutual IT, une entreprise spécialisée en soutien technologique aux PME. Il préside également le conseil pour l'innovation et l'écosystème entrepreneurial à travers lequel il promeut la recherche, l'innovation et la croissance d'un entrepreneuriat inclusif et responsable. Merci Félix d'être parmi nous. Donc je passe à Mami Traoré qui est le directeur général de GILAP SA, donc Société nationale guinéenne d'infrastructures de télécommunications et partenaire d'atterrissage du système de câbles sous-marins ACE. Il est également président du sous-comité investissement et accords et membre du comité de direction du consortium ACE.
Professionnel certifié en gestion de projets et boursier Fulbright, Mami possède près de 20 ans d'expérience à l'interface des technologies, de la stratégie et des politiques publiques. Avant de prendre la direction de GILAB, il a occupé des postes à responsabilité chez MTN Guinée et Huawei Technologies, où il a géré des programmes de transformation numérique et d'investissement de grande envergure. Donc, formé au Rochester Institute of Technology aux États-Unis et à l'IMD Business School en Suisse, il allie une vision globale à une connaissance approfondie du contexte régional. Chez GILAB, il promeut l'intégration numérique de l'Afrique par le biais d'une connectivité durable, de la coopération régionale et du développement du capital humain, contribuant ainsi à la réalisation de la vision Afrique intelligente d'un continent connecté et compétitif. Je passe maintenant au professeur Alpha Kabine Keita, et un microbiologiste médical guinéen et recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry depuis 2022. Il est chercheur principal à l'unité Trans-VIH-MI et cofondateur du Centre guinéen de recherche et de formation en maladies infectieuses. Il joue un rôle de premier plan dans la promotion de la surveillance génomique et de la réponse épidémique intégrée en Afrique de l'Ouest. Autorité reconnue en matière de maladies zoonotiques émergentes, notamment Ebola, les arbovirus et les coronavirus, le professeur Keita développe des programmes internationaux de détection précoce et de prévention des risques sanitaires à l'interface homme-animal-environnement. Il a coordonné ou co-diriger des projets financés par l'AFD, la NRS, MI, le CRDI et la Fondation Mérieux, mobilisant plus de 15 millions d'euros dans les initiatives de recherche et de renforcement des capacités. Il est auteur et co-auteur de plus de 70 publications scientifiques et d'un ouvrage à paraître en 2025 intitulé « Leçons d'épidémie, réflexion pour un avenir sans épidémie ». Il a supervisé une trentaine de thèses de doctorat et une dizaine de mémoires de master en médecine, pharmacie et sciences médicales. Il est membre correspondant de l'Académie guinéenne des sciences et vice-président de la conférence régionale des recteurs. Il a reçu le prix Christophe Mérieux de l'Institut de France et en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la santé publique mondiale. Donc, le professeur Keita est profondément engagé dans la formation de la prochaine génération de scientifiques africains et dans la transformation numérique de l'enseignement supérieur. Il défend l'intégration de l'intelligence artificielle dans la recherche biomédicale, la gouvernance universitaire et la surveillance épidémiologique, œuvrant ainsi à la mise en place d'un écosystème sanitaire africain intelligent, autonome et résilient. Enfin, le docteur Moustapha Diallo est ingénieur et chef de projet industriel. Il possède une vaste expérience dans les systèmes énergétiques, l'optimisation des processus et la transformation industrielle durable. Diplômé de Centrale Supélec, il a obtenu son doctorat en génie des matériaux et des procédés en partenariat avec ArcelorMittal. Il a débuté sa carrière dans les secteurs miniers et énergétiques au sein du groupe OCP au Maroc et de Rio Tinto en France, avant de rejoindre Capgemini en tant que consultant en énergie et transport, où il a accompagné de grands acteurs industriels dans leur transformation numérique et opérationnelle. Actuellement, il dirige des projets CAPEX et de performance environnementale à grande échelle dans l'industrie manufacturière européenne, tout en contribuant au développement des marchés énergétiques et industriels en Guinée et dans toute l'Afrique. Donc, les travaux du docteur Diallo font le lien entre la technologie, l'efficacité énergétique et l'industrialisation durable, favorisant ainsi une croissance inclusive et la création de valeur locale sur le continent. Donc, désolé pour cette introduction longue, avec des CV très très longs de mes chers co-panélistes. Sans plus tarder, en fait, on va passer directement aux différentes questions, donc pour permettre à tout un chacun d'interagir. Donc, je vais commencer par vous, docteur Diallo. Comme vous êtes dans le domaine de l'énergie et tout ça, donc c'est important, on a vu que dans l'état de préparation, c'était un aspect très important pour lequel les pays africains étaient plus ou moins très en retard.
Donc pour vous, quels sont les prérequis pour qu'une industrie africaine devienne réellement AI ready en termes énergétiques notamment? Bonjour à tous. Alors, merci. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et je suis aussi très content d'avoir entendu dans le panel précédent que l'énergie est l'un des prérequis les plus importants pour que nos sociétés africaines soient prêtes pour l'IA. Mais je vais peut-être répéter ce que le président Paul Kagame a dit ici pendant la cérémonie d'ouverture. Il ne s'agit pas de dire est-ce que nous allons adopter l'IA et quand, puisque je pense que la question ne se pose pas, il faut y aller, c'est plutôt comment. Et quand on pose cette question-là, évidemment l'énergie va revenir de façon permanente et je pense que l'énergie et aussi surtout l'industrie vont être au cœur du développement de l'IA en Afrique. Je souhaiterais développer, si j'ai juste une minute, ce sujet sur 3 prérequis qui me semblent importants. Le premier, c'est la fondation que j'appelle physique, la fondation électrique verte. J'insiste sur le mot verte, je pense que l'Afrique doit prendre ce virage. Et le deuxième point, c'est la maîtrise de nos données. Je ne vais pas trop détailler ce point-là puisqu'il a fait l'objet, et je pense qu'il fera l'objet d'autres développements. Et le dernier prérequis, c'est le talent operation, c'est la formation. Et je laisserai le professeur peut-être détailler ce point-là. Donc si je reviens sur le premier point qui est l'énergie, l'Afrique a le plus grand potentiel solaire au monde. Donc ça serait dommage qu'on ne profite pas. Il y a des pays qui sont déjà avant-gardistes sur ce sujet comme le Maroc et l'Afrique du Sud. Et je pense que la Guinée devrait aussi prendre ce virage-là. Au-delà de ce potentiel solaire, il y a aussi l'hydroélectricité. La Guinée a par exemple un potentiel hydroélectrique de plus de 6000 MW. Et je pense qu'aujourd'hui, à peine 10% de ce potentiel est utilisé. Il faut aller pour exploiter à minima 60 à 70% de ce potentiel pour pouvoir couvrir les besoins énergétiques que demande l'IA. Juste un chiffre sur les demandes d'IA. Aujourd'hui, la consommation électrique d'IA, c'est 4% de la consommation mondiale d'électricité. Il y a encore quelques années, c'était à peine 1%, 2%. Si je prends l'exemple de la France, il y a encore 2 ans, 3 ans, c'était 2%. Aujourd'hui, on est à 10%. Et l'IA consomme 400 à 500 TWh, ce qui est énorme. C'est l'équivalent de la consommation annuelle en électricité d'un pays comme la France. Et dans 4 ans, dans 5 ans, en 2030, cette consommation va tripler. Et donc je pense que l'Afrique devrait saisir ces potentialités qu'elle a pour développer ce secteur et donc sur vraiment des sujets, sur les potentiels complètement vertes. Et donc si je reviens sur le deuxième prérequis, sur la gouvernance des données, alors je vais mettre au niveau industriel. Je suis responsable du développement de projets dans une industrie en France et mes équipes m'ont posé une question il n'y a pas très longtemps parce que j'avais demandé à ce qu'une entreprise qui nous propose une solution d'IA vienne inspecter nos installations et nous proposer des solutions. On m'a posé la question, Moustapha, est-ce qu'on est prêt? On ne sera jamais prêt. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se poser les questions si on est prêt ou pas. Il faut le faire. Et c'est aussi en entraînant ces modèles qui ne vont pas au début être performants qu'on va les enrichir et permettre d'être de plus en plus performants. Et dans ce cadre-là, je plaide à la mise en place des data pools en Afrique, sectoriels. Je pense qu'il faut, on en parlait tout à l'heure du domaine de la pêche, il faut qu'on ait en Afrique des secteurs, une organisation pour pouvoir collecter les données par secteur, pour pouvoir entraîner ensuite les modèles. Et le dernier prérequis, c'est la formation. En tant qu'industriel, je sais combien il est important d'avoir, on est d'accord à la fois des développeurs formés pour mettre en place des solutions d'IA adaptées, mais il est aussi très important d'avoir des opérateurs, c'est un industriel qui vous parle, et des techniciens qui sont formés. Et je pense que l'IA devrait être intégrée très tôt, on a parlé tout à l'heure de formation, pour que à la fois les ingénieurs, mais aussi les techniciens qui sont sur le terrain, comprennent l'IA, interprètent les recommandations des outils d'IA et puissent saisir
exécuter ce que ces recommandations demandent. Je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Merci pour ces éclairages. C'est vrai que la formation, c'est quelque chose de très important. On aura un panel tout à l'heure spécifique sur cela. Et avant ça, peut-être tout à l'heure aussi, le professeur Keita en parlera. Mais vous parlez de l'énergie verte, en fait, qui pourrait être quelque chose de très important, quoi, mais pour l'Afrique, notamment pour accompagner le déploiement des infrastructures. Pour parler des infrastructures, Monsieur Traoré, où en est la Guinée aujourd'hui en termes de connectivité pour l'IA, pour accompagner l'IA? Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. C'est vraiment un réel honneur pour moi d'être dans ce panel aux côtés de ces éminents spécialistes et chercheurs. Vous avez vu à travers les présentations, c'est des professeurs et des docteurs. Donc j'ai fait intrusion dans ce panel grâce donc à la confiance placée à moi par les organisateurs pour apporter ma petite contribution à ces discussions. Alors, pour revenir à la question posée, quel est le niveau de préparation de la Guinée en termes d'infrastructures? Les infrastructures énergétiques, je ne vais pas en parler. Dr Diallo en parle plus éloquemment. Je m'attellerai fondamentalement sur les infrastructures numériques parce que quand on parle d'IA, il y a principalement deux extrêmes. Il y a les utilisateurs, qui sont les scientifiques, les chercheurs, les entreprises, les startups qui développent l'IA, les ressources IA, et il y a les données à l'autre extrémité. Pour que ces deux extrémités puissent communiquer, il faut une connectivité numérique, fondamentalement. Cette connectivité se compose de deux éléments principaux. Je les scinde en deux. Il y a la connectivité internationale qui est essentiellement assurée par les câbles sous-marins. Comme vous le savez tous, il y a plus de 95% du trafic mondial des data qui se trouve assuré par le câble sous-marin. Donc la Guinée, depuis 2012, a eu son premier câble sous-marin qui connecte la Guinée au monde extérieur. À l'époque, le total de capacité utilisée en Guinée était autour de 3 gigas. Aujourd'hui, cette capacité a été multipliée par près de 400. On est à 378 gigas utilisés aujourd'hui, de 2013, parce que le câble a atterri en 2012, mais la première connexion a été réalisée en janvier 2013. Donc, de ce moment à aujourd'hui, on a multiplié la capacité utilisée par 400. Cette capacité internationale se trouve aussi être appuyée de façon complémentaire par le backbone national qui a fait une interconnexion avec 3 pays autour de nous à date, avec la possibilité d'aller jusqu'à 6. On s'est interconnecté avec la Sierra Leone, ensuite le Mali, et récemment avec la Côte d'Ivoire, et très bientôt, dans le pipe, on doit aller aussi se connecter au Sénégal. Donc, en termes de connectivité internationale, c'est ce qui existe à date. Il faut avouer qu'un seul câble, ce n'est pas suffisant en termes de redondance, de sécurité. Jusqu'en 2022, on pensait même qu'on avait une surcapacité en Guinée, parce qu'on était avec un taux d'utilisation de 30% de la capacité installée. Mais en 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, on a près de 80%. Il faut très rapidement avoir un second et voire même un troisième câble. Et des efforts sont en train d'être fournis dans ce sens-là. Dans les prochaines semaines, un appel d'offres sera lancé avec l'accompagnement de la Banque mondiale pour un deuxième câble. À l'horizon 2030-32, on va avoir un troisième, donc pour avoir 3 câbles en Guinée. La deuxième composante, comme je disais, ça c'était le volet international. C'est la connectivité nationale, les infrastructures nationales. Je parlais tantôt du backbone national qui est aujourd'hui à 4300 environ kilomètres de déployés et qui se projette d'aller au double de cela, à plus de 10 000 kilomètres dans les prochains mois.
toujours dans le cadre de la connectivité nationale, il faut les métros, les réseaux métropolitains, et surtout les last mile pour connecter les domiciles, les offices, les différents bureaux. On est à près de 8000 aujourd'hui, donc au niveau national, on est autour de 12 000 km de fibres installées qu'il faille redonner, continuer à développer pour que la Guinée puisse être suffisamment prête à ce que les usagers, à la première extrémité, puissent avoir accès aux données qui sont essentiellement aujourd'hui logées à l'international de façon fluide pour que ça puisse créer une harmonie en termes d'utilisation. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant à Dr Félix. Pour vous, en fait, comment les mécanismes de gouvernance peuvent aider les PME? Vous voyez, on parle quoi, mais d'état de préparation des pays, mais également pour les PME, c'est quelque chose de très important. Déjà, ok, merci. Alors c'est vrai que quand on parle d'adoption d'outils numériques ou bien d'intégration d'intelligence artificielle en particulier, très souvent le premier réflexe c'est qu'on y voit des enjeux technologiques. Mais alors qu'en fait, à la base, ce n'est pas d'abord des enjeux technologiques, ce sont des enjeux d'orientation stratégique. Et comme ce sont des enjeux d'orientation stratégique, ça fait que la gouvernance de l'organisation, si on prend le cas d'une PME, la gouvernance joue un rôle important dans la réussite de la mise en œuvre. Parce qu'on le voit bien, les PME qui réussissent une transition numérique au sens large ou bien qui réussissent une intégration, ce sont celles où ça a été pensé d'un point de vue gouvernance. La gouvernance peut être utile dans ce sens-là. À quel niveau? La première chose, c'est que la gouvernance peut être utile au niveau de la clarté stratégique. De se dire, pourquoi est-ce que je veux implanter l'intelligence artificielle? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce que la pire des choses, c'est d'adopter l'intelligence artificielle juste parce que c'est à la mode, parce que c'est en vogue et tout. Il faut le faire en se disant, ça va m'aider où exactement? Est-ce que je veux automatiser par exemple mes processus? Est-ce que je veux optimiser ma logistique? Donc, qu'est-ce que je veux faire? Et de ce point de vue-là, je peux identifier où est-ce que je vais l'insérer. La deuxième chose, c'est qu'une fois que je décide de ça, maintenant, est-ce que j'ai les ressources pour ça? Est-ce que j'ai des personnes capables dans l'organisation pour mettre en œuvre? Et c'est comme ça que la gouvernance va permettre de savoir, est-ce qu'à l'interne, on va identifier des ressources qu'on va former? Ou est-ce qu'on va plutôt recruter des ressources qui ont cette compétence-là? Ou est-ce qu'on va outsourcer? Est-ce qu'on va faire gérer ça par une structure à l'externe? Donc ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est celui des risques. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle vient avec son lot d'avantages, bien entendu. Mais il y a aussi beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Des enjeux liés, par exemple, à la confidentialité des données. Les données qu'on va mettre là-dedans, nos données, les données de nos clients. Jusqu'à quel point est-ce que c'est sécurisé? Donc, il faut qu'on y pense. Ça vient avec des enjeux de dépendance technologique. Il faut qu'on pense à ça. Ça vient avec des enjeux de biais algorithmiques. Donc, on ne peut pas se mettre juste à implémenter sans avoir balisé ce cadre-là, avoir fixé des politiques, avoir fixé des procédures, avoir pensé à la dimension éthique de la chose. La gouvernance va servir à ça. Puis un quatrième point que je trouve également très très important, je terminerai par là, la gouvernance va également permettre d'avoir une dimension de cohérence d'ensemble et de durabilité. Vous savez, sans intégrer la gouvernance, il y a beaucoup d'organisations qui adoptent des outils numériques de façon fragmentée, dans différentes divisions, dans différents secteurs, sans nécessairement qu'il y ait une cohérence d'ensemble, sans qu'il y ait une intégration, une interconnexion. Avec une bonne gouvernance dans une organisation, si on pense l'intégration de l'IA à partir de la gouvernance, ça permet de penser tout le continuum, de se dire l'IA va s'intégrer dans un tout intégré. On a d'une part la stratégie, les risques, les compétences, la performance. Et de cette manière-là, on a définitivement une IA en fait, qui est un outil au service de notre stratégie et non pas juste une IA qu'on va adopter mais qui va devenir un éléphant blanc parce qu'en fait, on l'avait adopté sans trop avoir pensé tout le décor. C'est un peu dans ce sens que la gouvernance dans une PME en particulier peut être utile pour implémenter une bonne IA. D'accord, tout à fait. Merci. Mais ce qui nous amène en fait, c'est-à-dire que pour la gouvernance des PME, c'est important que les responsables des entreprises soient formés, etc. Et ce qui nous amène à la formation, professeur Keïta, comment vous pensez que les curricula et même les processus de recherche, etc., dans les laboratoires peuvent évoluer en fait par rapport à ce nouveau contexte mais qui est l'intelligence artificielle? Alors, bonjour à tout le monde et merci Seydina pour cette question. Je commencerai déjà par remercier les organisateurs pour m'avoir invité à participer à ce panel.
on est d'accord que sur la préparation de l'Afrique à l'IA, il faut des infrastructures, on est d'accord qu'il faut renforcer le capital humain, mais sur la question des curricula, il faut, disons, voir ça sur 3 volets. Il faut dire que pour cela, on est dans l'obligation de transformer un tout petit peu, et même grandement, ce que nous enseignons. Et il faut aussi transformer où nous l'enseignons et comment nous l'enseignons. Je m'explique. L'IA, il faut prendre l'IA pour ce que c'est. Il faut prendre l'IA pour un outil transversal. Donc, l'ensemble des programmes qui sont enseignés dans nos institutions d'enseignement actuellement doivent être liés d'une façon ou d'une autre à l'intelligence artificielle. Si nous prenons la médecine, je pense que dès les premières années, il faut sensibiliser, enseigner les étudiants qui rentrent en faculté de médecine à utiliser l'IA de façon correcte et pour le bien de leur métier. L'agriculture, disons, toutes les disciplines qui sont enseignées au sein de nos institutions. Ça, à mon avis, c'est ce que nous enseignons. On doit développer dès les premières années dans les institutions la notion d'apprentissage, ce qu'on appelle les data science, hein, les données, et au-delà, essayer de sensibiliser les étudiants sur ce que nous pouvons faire avec l'intelligence artificielle dans les différentes disciplines. Et maintenant, où nous l'enseignons? Il faudrait qu'on modernise nos laboratoires. Il faudrait créer un environnement pour les étudiants qui leur permet de créer, de réfléchir, d'adapter les différentes solutions. Et comment nous l'enseignons? Justement, il faut beaucoup de pratique et beaucoup moins de théorie. Donc, je vous fais gagner du temps. D'accord, merci beaucoup. Mais je reste avec vous pour une autre question très rapide. Pour vous, en fait, dans ce nouveau contexte qu'on est, quel type de partenariat pourrait être le plus efficace pour que l'IA soit vraiment développée entre le gouvernement, les universités et l'industrie? Je vais vous faire gagner encore plus de temps parce que pour moi, chacun doit jouer son rôle. Ça doit être assez clair. Les universités forment. Et peut-être, maintenant avec le nouveau contexte, on peut les lier à l'innovation. Mais c'est surtout l'industrie qui innove, à mon avis. Et l'État doit réguler. À mon avis, le partenariat entre les universités, les industries et l'État doit tourner autour de ce triptyque. Chacun doit jouer son rôle. Les universités forment, les industries innovent dans une certaine mesure, également les universités, mais l'État régule. Ok, mais donc vous pensez qu'il n'y a pas un cadre de concertation, ils ne doivent pas travailler ensemble, chacun doit rester à sa place? Mais justement, c'est dans ce cadre de concertation que chacun doit jouer son rôle. Il doit y avoir un cadre de concertation, que l'État sache que l'université est là pour produire et transmettre de la connaissance et que les industries doivent s'allier justement au capital humain des universités pour innover et l'État doit mettre un cadre juridique, réguler l'utilisation de tout ça et pour que cette utilisation se fasse dans un cadre plus éthique. D'accord, merci. Je reviens vers Félix très rapidement. Comme vous êtes spécialiste de l'entrepreneuriat inclusif, donc pour vous, qu'est-ce que pourrait être l'entrepreneuriat inclusif à l'ère de l'IA? Un entrepreneuriat inclusif à l'ère de l'IA, vu qu'on est en Afrique, donc on parle d'entrepreneuriat inclusif en Afrique. Dans ce cas, partons du bon diagnostic. Parler d'entrepreneuriat inclusif en Afrique, c'est incontournable qu'on ne parle pas du secteur informel. Parce que le secteur informel en Afrique, c'est plus de 80% des emplois qui sont là et puis ça produit jusqu'à 40% du PIB selon les pays. Et quand on parle du secteur informel, donc c'est ce poids-là et ça peut sembler un peu macroéconomique, mais pour donner un ordre de grandeur, pour juste qu'on voit à quel point
l'emploi du secteur informel est important et pourquoi est-ce qu'il va falloir discuter de comment l'IA peut aider à ça. Prenons l'exemple d'un pays que j'aime bien et qui s'appelle la Guinée. Au premier trimestre 2025, le nombre de salariés dans le secteur public en Guinée, c'était autour de 162 000 personnes. Donc vous prenez les fonctionnaires, vous prenez les contractuels d'administration, vous ajoutez les agents dans des sociétés publiques, des sociétés d'État, 162 000. Si vous regardez dans le secteur privé, dans tout ce qui est non gouvernemental, c'est autour de 221 000 personnes, selon les données de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l'Institut de la statistique. Donc ce qui fait globalement autour de 383 000 salariés formels, dans un pays où la population active est un peu plus de 4,5 millions de personnes. Donc 4,5 millions et puis 383 000. Alors le différentiel, vous pensez qu'il est où? Essentiellement dans l'informel. Et alors quand je dis ça, ce n'est pas juste l'apanage de la Guinée. Dans la plupart des pays subsahariens, on n'a à peu près le même portrait. Si on prend le Sénégal, c'est à peu près 650 000 salariés pour 8 millions d'une population active. Si on prend le Cameroun, c'est à peu près 800 000 salariés dans une population active de 11 à 12 millions de personnes. Donc vous voyez que c'est à peu près la même réalité. Donc tout ça pour dire que c'est dans ce contexte-là que plusieurs femmes, plusieurs jeunes, parce que c'est la population qui est surreprésentée dans le secteur informel, c'est dans ce contexte que ces personnes-là entreprennent, parfois par nécessité, et dans un environnement parfois de profonde vulnérabilité. Donc maintenant, si on parle d'intelligence artificielle, d'entrepreneuriat inclusif à l'aide de l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que ce soit une IA qui permette de réduire les barrières structurelles que ces personnes-là vivent, mais pas une IA qui va les amplifier. Donc ça veut dire en sorte qu'on devrait s'assurer qu'avec l'IA maintenant, ces personnes-là puissent rattraper le retard qu'on avait d'autres personnes, que ce ne soit pas une technologie qui va être au service de quelques-uns, où en fait certains entrepreneurs qui ont accès à la technologie auront un avantage encore plus élevé que ceux qui n'ont pas. Et comment on peut le faire de façon concrète? Je vais vous donner des exemples de projets pilotes que nous implémentons au Sénégal, Cameroun, Bénin, Maroc. C'est de regarder, par exemple, pour ces acteurs du secteur informel, voir comment on pourrait développer, même pas qu'on pourrait, on a développé des chatbots qui fonctionnent sur WhatsApp, qui permettent à des entrepreneurs du secteur informel qui n'ont jamais vu un incubateur, qui n'ont jamais vu un accélérateur, qui n'ont jamais vu une structure formelle d'accompagnement, parce que c'est ça le problème. Ils n'ont pas accès à des structures formelles d'accompagnement. Donc l'IA ici maintenant leur permet à partir de leur WhatsApp d'avoir des chatbots qui leur permettent dans leur langue de pouvoir avoir des conseils spécialisés, de pouvoir avoir des formations qui sont adaptées à leur niveau de littératie. Tout le monde n'a pas une licence, tout le monde n'a pas un doctorat. Donc selon leur niveau de littératie, comment on peut leur donner des conseils d'entrepreneuriat en fonction de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. L'autre élément où l'IA essaye de corriger des choses en ce moment, c'est que, comme vous le savez, des femmes sont surreprésentées dans le secteur informel. Alors que la plupart des études montrent que les femmes sont les plus crédibles. Elles n'aiment pas les dettes, elles remboursent à temps et tout. Malheureusement, ce sont des personnes à qui on prête le moins. Pour une raison simple, c'est parce qu'elles ne rentrent pas dans le canevas des règles qui sont établies par des institutions financières. Il y a des critères spécifiques qui font qu'elles ne rentrent pas là-dedans. Or, avec l'IA, en s'appuyant sur des données, par exemple, de leur transfert mobile money, en s'appuyant sur des données de leurs échanges et tout, on arrive à avoir des données alternatives qui permettent de bâtir leur crédibilité auprès des institutions, de manière à ce qu'on puisse leur prêter sur la base de ces données-là. Alors que si on restait sur le canevas initial, qui sont des règles strictes de finance, ça ne fonctionnerait pas. Donc voilà comment l'IA, de façon concrète, peut, dans un contexte africain, amener à un entrepreneuriat inclusif, où on réduit le fossé. D'accord, donc pour vous, le secteur informel est déjà prêt, quoi, mais pour l'IA, d'une certaine façon. Je pense, oui. Ouais, merci. Donc je reviens rapidement avec M. Traoré. Donc pour vous, on a parlé quoi, des approches régionales. En quoi, en fait, une gouvernance régionale pourrait aider à amplifier l'impact de GILAB? Merci beaucoup pour cette question. Avant peut-être de parler de cela, c'est peut-être qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui si nous admettons que nous allons avoir ces câbles supplémentaires, ces câbles sous-marins supplémentaires, pour qu'il y ait une connectivité nationale beaucoup plus répandue et accessible. Je pense qu'il faut deux éléments principaux. Il faut renforcer les infrastructures numériques nationales, faire un plus grand maillage du réseau de backbone national, mais aussi des réseaux métropolitains, permettre à faire beaucoup de co-investissements entre l'État, les acteurs du secteur privé, pour que l'on puisse avoir des infrastructures solides au niveau national qui permettent d'avoir accès aux données.
Et pour ce qui est de l'accessibilité aux données surtout, on sait qu'on a aujourd'hui un data center national, Tier 3, qui a été lancé il y a environ 2 mois. Il y a certains data centers dans certaines institutions comme à la SOGEB, à l'ARPT et à la GILAB. Mais il faut avoir des data centers beaucoup plus rapprochés, qu'on appelle les data centers de proximité, Edge Data Centers, pour que les données soient encore beaucoup plus proches des usagers. Un autre élément pour toujours avoir beaucoup plus d'accès aux données et à la connectivité, c'est la revue des coûts d'accès à l'Internet dans notre pays. Je sais qu'il y a des efforts qui sont fournis, surtout pour les 2 plus gros fournisseurs de capacité, la SOGEB et la GILAB. Mais ce n'est pas suffisant, il faut faire plus d'efforts, et surtout avoir une vue holistique globale par l'État pour dire quel est le gain global qu'on gagnerait en regardant tous les centres de coûts qui aujourd'hui se trouvent dans le secteur des télécommunications, où est-ce qu'on peut s'aider pour gagner beaucoup plus où. Donc, pour l'intégration sous-régionale et la coopération, je pense que le modèle qu'on a au niveau des ACE qui est translaté en quelque sorte à la GILAB est considéré comme un modèle de réussite où l'État cohabite avec des investisseurs privés. Il vient en tant qu'actionnaire, il ôte se débarrasse de ses prérogatives de puissance publique, il vient en tant qu'agent économique et coopère, collabore de façon structurée pour que l'économie numérique puisse se développer. Donc en translatant cela, nous disons qu'au niveau régional, un type de ACE pourrait se créer au niveau sous-régional. C'est pourquoi nous saluons beaucoup les efforts fournis récemment par le directeur général de la SOGEB, avec ses homologues des opérateurs de backbone nationaux dans la sous-région, en mettant en place un réseau ouest-africain des gestionnaires de backbone qui se concertent et discutent et voient comment mutualiser les ressources, les compétences, les disponibilités qui sont dans les différents pays pour mettre en commun ce qui peut être fait. Il faut surtout aussi prévoir la possibilité de créer des pools de ressources dans lesquels, pour lesquels ressources, je veux dire, ces différents pays et les différents acteurs, États et acteurs privés dans ces différents pays, contribuent pour construire des infrastructures solides et permettre aux pays de se pencher sur les leviers de la masse, parce que les investissements dans les infrastructures digitales sont colossaux, sont énormes. On parle de milliards de dollars. Le câble qui a atterri en Guinée a coûté pour tout le consortium près d'un milliard de dollars. Oui. D'accord. Merci. Donc pour pouvoir réaliser ce genre d'infrastructure, il faut vraiment faire de la mutualisation et se mettre ensemble pour construire. Je me fais interpeller généralement pour dire quand est-ce qu'on va avoir notre second câble en Guinée. C'est important souvent, comme on a une bonne opportunité de préciser. Le câble sous-marin, il ne s'achète pas au marché pour venir l'installer tout de suite là. C'est les grandes autoroutes internationales qui coûtent des milliards de dollars très souvent. Il faut donc de la synergie, de la mutualisation et de la coopération sous-régionale pour que l'on puisse avoir des infrastructures robustes et qui permettent à nos pays d'avoir les ressources suffisantes pour entrer pleinement dans la révolution technologique que nous souhaitons. Merci, M. Traoré. Donc, la dernière question de ce panel à Dr Diallo. Donc, on a vu que l'énergie a été très importante, en fait, dans l'état de préparation d'un pays, mais pour l'IA. Mais est-ce que l'IA peut également aider dans la transformation, en fait, industrielle, accélérer les choses, quoi, mais pour les pays africains? Absolument, absolument. Je pense que l'IA est le moteur d'une transformation frugale, c'est-à-dire en termes d'économie d'énergie, et compétitive pour l'Afrique. Nous avons un avantage énorme. On a un héritage industriel plutôt faible par rapport aux autres continents. C'est pour moi un avantage parce que cela peut nous permettre de travailler, d'innover. Pour nous, je pense, l'Afrique, la durabilité passera forcément par l'innovation pour compenser nos déficits.
Quand on parle de l'application de l'IA dans le domaine pour transformer ou en tout cas accélérer la transformation industrielle sur notre continent, je pourrais prendre 2 exemples. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais faire comme professeur. Je vais m'arrêter à un seul exemple, c'est sur l'économie circulaire. L'IA peut être utilisée pour notamment travailler sur la collecte des déchets. C'est des choses qui commencent déjà à se mettre en place en Europe et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux pour optimiser et automatiser la collecte des déchets et le tri des déchets. Nous avons des détecteurs maintenant qui sont intelligents et qui peuvent permettre de distinguer des types de déchets, que ce soit des déchets ménagers, des plastiques, etc. Et je pense que c'est une problématique majeure pour l'Afrique, pour la Guinée en particulier. Je pense que c'est des sujets sur lesquels on peut dès maintenant commencer à mettre l'IA pour optimiser. Et l'autre exemple, en quelques secondes, c'est l'économie des ressources. L'économie des ressources, moi je travaille dans une usine où on a fait appel à l'IA, on a fait une économie de entre 20 à 30% d'énergie qu'on consomme. Et je pense que c'est des sujets aussi qu'on pourrait mettre à profit pour économiser l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, soit dans les ménages, mais aussi dans le domaine industriel. Merci beaucoup. Donc, on va sauter le dernier mot parce qu'on me signale qu'on a dépassé largement le temps qui nous était imparti. Donc, on a vu à travers vos différentes interventions que l'état de préparation d'un pays allait au-delà de l'aspect de gouvernance mais global, mais également ça pouvait entrer dans les universités. Est-ce que les universités étaient prêtes à cette transition? Les entreprises, on a vu, et on a également vu tout l'aspect infrastructurel et énergétique qui venait avec. Donc je vous remercie pour ces différentes interventions et je vous demande d'applaudir nos chers panélistes. Merci. Les panélistes ensemble, s'il vous plaît, pour les photos de famille.